Bonjour à toutes et à tous. Donc, ravi de vous voir réunis en cet endroit pour la journée annuelle de la FRB, donc, qui s'intitule cette année Océan du futur. Océan du futur, donc, qui s'inscrit dans le cadre de la décennie des océans, qui a déjà commencé maintenant depuis 3 ans, qui est un événement qui est donc nommé, je ne sais plus quel terme on utilise, répertorié par donc la décennie des océans. Nous avons eu le plaisir de l'apprendre hier soir à 22 heures. Voilà, alors cette journée de cet océan du futur, il nous a semblé intéressant de déployer cette journée autour du concept du Nature Future Framework, du cadrage des futurs de la nature. On va le traduire en français, c'est aussi bien. Donc ce cadrage des futurs de la nature, c'est une proposition de l'IBES qui a été faite, donc, qui a été adoptée en 2022. Et l'idée, c'est que, eh bien, dans le futur, dans les scénarios qui se créent, donc il y a plein de scénarios qui se créent en ce moment, des scénarios climatiques, des scénarios énergétiques, eh bien, il était essentiel de ne pas oublier celle qui est souvent oubliée, la nature. Et pour cela, eh bien, il fallait effectivement avoir une manière pour la nature de rentrer dans les scénarios. J'espère que Paul Ledley, qui est un des auteurs, ne considérera pas que je trahis la pensée de l'IBES sur ce cadrage. Et donc, effectivement, dans ce cadrage, en fait, il propose 3 manières de faire rentrer la nature, finalement, dans les scénarios, dans le futur. Donc, la nature, on va commencer par celle qui est la plus connue, la nature pour les humains, la nature au service des humains. Mais il y a la nature pour la nature qui s'est beaucoup développée dans les dernières décennies autour de tout ce qui s'est fait sur la protection de la nature, avec cette idée d'une valeur intrinsèque de la nature. Valeur intrinsèque de la nature est liée aussi à l'inconnu et la nature en fait qui nous entoure, dont nous faisons partie. Et puis finalement, une 3e manière aussi de faire rentrer la nature, c'est la nature comme culture. La nature et notre culture et nature se définissent réciproquement. Voilà. Donc, eh bien, ce cadrage, est-ce qu'il va fonctionner? C'est-à-dire, est-ce qu'il va effectivement inspirer l'ensemble de la société, la communauté scientifique? Ça reste à déterminer. Est-ce que finalement la communauté scientifique ou les acteurs trouveront d'autres manières de s'en saisir? Donc la journée d'aujourd'hui, elle a un côté aussi un peu expérimental, de voir si justement, comment ça se passe. Est-ce que c'est parlant? Est-ce qu'il en sort de nouvelles choses? Ce qui était assez frappant finalement à l'IBES en 2022, c'est que lorsqu'il s'agit de préciser ce qui était entendu par ces 3 dimensions de la nature, eh bien on constatait qu'il y avait des visions assez différentes et tout le monde n'était pas tout à fait d'accord pour mettre par exemple qu'est-ce que la nature pour la culture, la nature comme culture, pardon, par rapport à la nature pour les humains. La différence n'est pas forcément triviale. Ça fait partie des enjeux de la journée aussi, et chacun de clarifier sa pensée. À titre personnel, ça m'a permis effectivement de préciser un certain nombre de choses. Voilà, un peu donc les enjeux de cette journée avec donc ce cadrage qui peut sembler simple au premier abord. Voilà. Il me reste à terminer en précisant, donc en remerciant le public et l'ensemble des intervenants pour être venus aujourd'hui. Voilà, il y a un donc hashtag JFRB 2024 sur les réseaux sociaux pour partager vos retours sur l'événement. Voilà, et quoi d'autre à préciser? Donc on aura une prestation artistique en début d'après-midi, donc je vous la recommande, faite par une scientifique éminente, mais qui n'est pas qu'une scientifique éminente. Donc nous attendons ça avec grande impatience. Et puis un grand merci aux partenaires, à l'Institut océanographique, à l'IFREMER pour l'investissement à nos côtés et pour proposer cette journée, ce programme riche. Et donc je laisse maintenant la parole à Cyril Gomez de l'Institut océanographique. Merci beaucoup. Bonjour à toutes et à tous. Je suis vraiment très heureux de vous accueillir aujourd'hui dans ce lieu qui nous relie tous par une passion commune, l'océan, et d'autant plus heureux que c'est dans le cadre de cette journée que la FRB a décidé de consacrer à l'océan. À Monaco, cette passion pour l'océan a une histoire, commencée il y a près de 100 ans, lorsque le prince Albert Ier a décidé de créer l'Institut océanographique. Ce prince, qui était un visionnaire, qui était aussi un grand navigateur, n'a eu de cesse de faire partager sa passion pour la mer, de sensibiliser le plus grand nombre à la richesse et au rôle des océans, mais aussi à leur fragilité. Cela le conduisit au tournant du XXe siècle, aux alentours de 1910,
a créé le musée océanographique à Monaco et la Maison de l'Océan, où nous nous trouvons aujourd'hui, ici à Paris, en plein cœur du quartier latin. Et s'appuyant sur ces deux établissements, l'Institut océanographique, depuis plus de 100 ans, poursuit sa mission, qui est toujours la même, faire connaître, aimer et protéger l'océan. Alors la Maison de l'Océan où nous nous trouvons, comme vous pouvez le voir avec cet amphithéâtre, est un lieu qui a été initialement imaginé comme un lieu d'enseignement. Il y a de nombreuses conférences qui ont été données ici, évidemment par le prince Albert Ier, qui est un des pères fondateurs de l'océanographie, mais aussi au fil du temps par de nombreux explorateurs scientifiques ou navigateurs. Aujourd'hui, on aime définir la Maison de l'Océan comme un hub environnemental, grâce à des institutions comme la FRB qui ont choisi d'y établir leur port d'attache et qui font de ce lieu un lieu tout entier dédié à la protection de l'environnement, de la nature et évidemment de l'océan. Depuis l'adoption de l'accord de Kunming-Montréal, l'orientation est donnée. C'est contribuer à atteindre les objectifs fixés par le cadre mondial pour la biodiversité et tout particulièrement conserver 30% d'espaces naturels terrestres et marins d'ici 2030 au travers d'aires protégées ou d'autres mesures de conservation par zone. Bien qu'un consensus existe entre les connaissances scientifiques au sujet de l'importance des aires marines protégées et qu'il y ait une prise de conscience générale sur l'état de dégradation de la mer, les nombreux accords internationaux qui existent, que ce soit à l'échelle globale ou à l'échelle régionale, n'ont pas permis de protéger les océans à la hauteur des enjeux et des défis. En effet, il y a très peu d'AMP efficaces qui ont été créés jusqu'à présent. Alors, une des façons de voir les choses, c'est peut-être de se dire que ce qui pourrait expliquer cela, c'est peut-être plus facile de créer une aire marine protégée loin, autour d'une île isolée, dans une zone où il y a peu d'enjeux et peu d'activités anthropiques, que dans une zone où il y a justement des enjeux et des activités comme la mer Méditerranée. Il y a une récente étude qui vient d'être publiée par le Marine Conservation Institute et qui d'ailleurs a été co-signée par le docteur Joachim Claudet, qui n'est pas là aujourd'hui, mais qui est aussi hébergé à la Maison de l'Océan et qui, je crois, est membre du conseil scientifique de la FRB. Et cette étude souligne que 62% des zones sous haute protection se trouvent dans des zones économiques exclusives distantes, c'est-à-dire loin du territoire principal, parmi l'ensemble des pays étudiés par cette étude. Donc il y a vraiment un sujet d'éloignement. Par ailleurs, actuellement, moins de 2% des zones marines en haute mer sont désignées comme des zones protégées, mais on espère qu'avec l'adoption du traité BBNJ, cette situation pourra changer au fil des années. J'en profite pour signaler que la principauté de Monaco a ratifié cet accord au début du mois. En ce qui concerne la Méditerranée, dont je parlais tout à l'heure, il y a environ 8% de l'espace marin qui est identifié comme étant protégé, mais il s'agit en majorité d'aires de papier, puisque seuls 0,05% de ces espaces font l'objet d'un plan de gestion contrôlé. Le défi consiste donc à étendre le consensus scientifique consacré par la Convention sur la diversité biologique à l'ensemble des acteurs qui ne sont pas convaincus encore par l'efficacité des aires marines protégées, et ils sont nombreux. Le challenge est de taille. Pour aller au-delà des zones de papier et favoriser la mise en œuvre des AMP, nous avons besoin d'une science orientée vers l'action pour déployer des plans de gestion et de contrôle efficaces. Nous avons aussi besoin de la médiation. Nous avons besoin de mobiliser le secteur privé et nous avons besoin de décisions politiques suivies d'une implémentation effective sur le terrain. Ces enjeux sont au cœur des programmes de l'Institut océanographique. Après 3 années consacrées aux régions polaires, articulées entre travail de médiation pour informer le grand public de ce qui se passe dans l'océan austral et le travail politique pour soutenir la création de 3 aires marines protégées en océan austral, l'Institut océanographique mettra le cap en 2025 sur la Méditerranée pour apporter de nouveau sa contribution à l'atteinte des objectifs du cadre mondial pour la biodiversité. Parmi ces actions,
Nous travaillons actuellement avec la FRB à l'établissement d'un programme de recherche commun qui n'est pas encore totalement finalisé, mais je l'espère, nous finaliserons ça très très bientôt. Et l'union de nos expertises scientifiques et de médiation, je pense, sera notre force, car mieux comprendre les enjeux et menaces qui pèsent sur la mer Méditerranée est impératif, mais promouvoir, défendre, renforcer les outils afin de jouer un rôle actif dans sa préservation l'est tout autant. Les aires marines protégées sont évidemment un formidable exemple de ces enjeux. Elles jouent un rôle crucial pour la stabilisation de l'état de l'océan et donc du climat, en plus d'être essentielles pour les communautés côtières. Leur existence et leur renforcement est une condition essentielle à l'établissement d'une relation plus équilibrée entre l'homme et la nature que nous appelons de nos vœux. Je vous remercie de votre attention. Bonjour, c'est donc mon tour. Bonjour à toutes et à tous. D'abord, un grand plaisir d'être toujours dans cette très belle salle, dans ce bel institut océanographique, dans cette maison de l'océan. Je voudrais, en tout préambule, remercier Denis Couvet et Hélène Soublet de la Fondation de la Recherche pour la Biodiversité pour nous avoir associés, l'IFREMER, à l'Institut océanographique pour organiser cette journée. Évidemment, cette question de biodiversité marine, elle est importante pour notre établissement, l'IFREMER. Donc, on est heureux d'y participer et merci de nous y avoir associés. Alors, je crois que ça a été dit tout à l'heure par Denis. On est dans la décennie des Nations Unies pour les sciences océaniques au service du développement durable. Et donc, ça contribue à la prise de conscience de l'importance des sciences océaniques et de l'océan. Vous savez aussi qu'il va y avoir une année de la mer qui va débuter prochainement, en septembre ou octobre prochain. Et puis vous savez qu'il y aura une conférence des Nations Unies qui se tiendra à Nice en juin 2025 et qu'il y aura juste avant cette conférence un congrès scientifique qui s'appelle le One Ocean Science qu'on va co-organiser CNRS et IFREMER. Tous ces événements, la décennie, l'année de la mer, la future conférence, ça permet de mettre à l'agenda politique l'océan et la biodiversité, puisque, par exemple, au congrès One Ocean Science, c'est clair que le sujet de la biodiversité sera présent. Et je pense que la journée d'aujourd'hui, elle s'inscrit dans ce mouvement-là. Moi, ça me paraît important parce que, si je le dis assez simplement, on va parler aujourd'hui de sujet qui est doublement invisible. Doublement invisible. L'océan est invisible. Et je le dis aussi simplement que cela. Vous regardez la manière dont le système d'organisation de la recherche est en train d'évoluer, avec par exemple des agences de programme, vous ne verrez nulle part l'océan affiché en tant que tel. Et la biodiversité, en tant que tel, vous ne le voyez pas en tant qu'objet, vous voyez les autres objets, mais vous ne voyez pas l'océan apparaître dans des intitulés. Et donc c'est juste un témoignage de son invisibilité d'une certaine manière. Regardez la question de la biodiversité marine, c'est encore l'invisible de l'invisible, parce que finalement, à part ce que on voit sur l'estran ou ce qu'on voit à la côte, beaucoup de la biodiversité n'est pas connue. Alors ça peut vous paraître, ici dans la salle, il y a des aficionados des deux, de la biodiversité et puis de l'océan. Donc pour vous, ce que je vous dis, vous dites, mais de quoi parle-t-il ? Il se trouve que l'autre jour, j'ai eu l'occasion, vendredi dernier, d'accueillir 70 personnes que j'ai connues dans une ville lointaine et antérieure, qui n'étaient pas des spécialistes de la mer. On leur a montré ce que c'était que les environnements profonds. Eh bien, ils découvraient. Ils n'avaient aucune idée du fait que ça existe. On leur a parlé de... Donc, ici, on va tous être convaincus, mais je crois qu'il est important d'avoir des temps forts, comme ça, pour parler de ce sujet. Et je voulais donc témoigner de cela en premier lieu et dire que voilà, je trouve très bien que la FRB, de ce point de vue-là, ait organisé cette journée. Le 12 mars 2020, on avait organisé avec l'Office français de la biodiversité une journée sur la biodiversité marine. Là, il y a un angle complètement différent qui a été choisi, qui est celui du Nature Future Frameworks, là, qui a été évoqué par Denis. Moi, je comprends qu'il y a une dimension expérimentale, mais je trouve que c'est intéressant d'avoir ces trois angles particuliers qui sont proposés. Et je peux imaginer que cette approche expérimentale, elle puisse nous inspirer
puisque nous sommes dans le processus de montage du congrès One Ocean Science que j'évoquais tout à l'heure, qui aura lieu à Nice du 4 au 6 juin 2025. Voilà, ça peut peut-être, pour le volet biodiversité, nous amener à réfléchir à la manière de monter, sachant que le comité scientifique international qui se saisit de ce sujet n'utilise pas ce cadre, mais a insisté sur la relation entre l'homme et l'océan, entre les sociétés et l'océan. Et quand vous avez, par exemple, des collègues qui viennent du Pacifique, la dimension sociale, culturelle, elle est évidemment essentielle. Elle ne se résume pas, même si c'était important, aux impacts de nos activités humaines sur la biodiversité à travers la pêche, les pollutions et les différents usages. Je voudrais quand même dire que ce sujet, même si j'ai insisté sur cette double invisibilité, est quand même traité dans toute une série de programmes qui ont lieu actuellement. Il y a, je vais en mentionner 4 qui se déploient actuellement. Il y a un programme de prioritaire de recherche océan et climat dans lequel on s'intéresse aux pressions exercées sur la biodiversité et puis à la gestion de celle-ci, donc sujet qui sera plutôt... alors c'est biodiversité, c'est quoi? C'est nature et société, c'est ça? Ou nature pour la société? Il y a un programme équipement prioritaire de recherche, alors qui est plus à l'amont, qui va s'intéresser à la génomique des espèces marines. Donc là, je ne sais pas si c'est peut-être un 4e angle qu'il faudrait rajouter, puisque c'est plutôt la connaissance très amont, avant qu'elle puisse être utilisée. Mais c'est intéressant de voir qu'il y a ce programme équipement prioritaire de recherche sur l'usage de méthodes aujourd'hui développées. Qui se développe. Il y a un autre programme équipement prioritaire de recherche qui s'appelle Solubiote, qui lui permet de favoriser le développement de solutions fondées sur la nature, y compris en milieu marin. Donc je ne sais pas exactement dans quel cas on ira le mettre, sans doute pour la société, mais peut-être pas que. Et puis il y a un autre programme équipement prioritaire de recherche qui lui est territorialisé, puisqu'il concerne le sud-ouest de l'océan Indien, et qui vise à mieux comprendre et mieux connaître et mieux gouverner les ressources biologiques marines. Donc, quand je disais tout à l'heure que c'est doublement invisible, oui, mais enfin, quand même, il y a un certain nombre de programmes qui sont en train de se mettre en place. Je voudrais juste terminer par un point particulier, qui est un appel qu'on a été amené à faire, l'IFREMER, avec d'autres organismes de recherche, dans le cadre du partenariat pour l'observation de l'océan global, qui s'appelle POGO, à l'occasion de la conférence des Nations Unies, pas des Nations Unies, de la conférence de la décennie qui s'est tenue à Barcelone il y a quelque temps. On a porté une sorte de déclaration, une intention de développer tout ce qui est observation biologique de l'océan. Parce que ce qu'on observe aujourd'hui, c'est une forme de déséquilibre entre l'observation physique, je ne dis pas qu'elle soit parfaite, ou l'observation biogéochimique, je ne dis pas qu'elle soit non plus parfaite, mais il y a pas mal d'actions dans ce domaine-là. Il y a finalement relativement moins de choses sur l'observation biologique de l'océan, l'observation de la biodiversité. Il y a des fragments de programmes et d'activités ici ou là. Donc, il y a notamment un programme qui est porté dans le cadre de la décennie qui s'appelle OBON pour l'observation biomoléculaire de l'océan, qui est porté par une collègue de l'Université de Californie à San Diego. En tout cas, on a voulu promouvoir cette observation biomoléculaire et je pense qu'il y a vraiment un sujet essentiel que d'avoir une vision globale de cette biodiversité de l'océan. Voilà, moi ayant dit ces quelques mots, je voulais donc réinsister sur la pertinence de cette journée dans un cadre où il y a une mobilisation pour l'océan, mais où je pense que cette mobilisation est absolument indispensable. Je trouve que le cadre que vous avez choisi, en tout cas cette approche expérimentale, est intéressante et ça doit permettre effectivement peut-être pas de rationaliser, mais de regarder cette question de la relation entre nos sociétés et puis la biodiversité marine d'une manière plus riche et plus large. Donc je nous souhaite à tous une excellente journée et à nouveau mes remerciements à la FRB. Bien, bonjour à tous, bienvenue à tout le monde, à tous les présents, tous les participants en salle et aussi à tous ceux qui sont très nombreux derrière les écrans. Merci pour ces mots introductifs. Alors, de quoi allons-nous parler aujourd'hui? Qu'est-ce que le Nature Futures Framework? Quel est ce concept de l'IPBES qui permet d'aborder largement les enjeux biodiversité? Et si on pouvait l'appliquer, si on pouvait l'utiliser pour nous aider à mieux comprendre et à nous projeter dans l'océan du futur? Ce concept sera le cadrage et le fil rouge de toute la journée. Et il nous paraissait donc intéressant de le commencer par expliquer ce que c'était, comment est-ce qu'on pouvait l'utiliser dans notre fil rouge.
Et c'est Ghassan Alouani, qui est chercheur à l'IFREMER, qui va tenter de nous l'expliquer maintenant en 15 minutes. Je t'en prie, viens. Très bien, merci. Bonjour à tous, je me présente Ghassan Alouani, chercheur à l'IFREMER au centre de Boulogne-sur-Mer. Je travaille sur la modélisation écosystémique et je m'intéresse à des questions en lien avec la gestion de la pêche. Et aujourd'hui, je vais parler de la Nature Future Framework. Je vais essayer de présenter le concept de la NFF, comment ça a été développé et comment on pourrait l'appliquer aux océans. Très bien. Dans l'acronyme NFF, il y a le mot futur. Et lorsqu'on parle du futur, on pense en général au futur tendanciel qui est en quelque sorte la prolongation du futur, des tendances qu'on observe actuellement. Sauf qu'il existe d'autres futurs qu'on souhaite éviter et des futurs désirables ou souhaitables qu'on souhaite atteindre un jour. Ces futurs, on peut les imaginer à travers, disons, le regard d'artistes dans la littérature, le cinéma et tout. Et on peut également en fait, les construire d'une façon un peu plus rigoureuse à travers les scénarios. C'est quoi un scénario? C'est un outil qui nous permet d'explorer les devenirs possibles d'une aux composantes en fait, d'un système. Et ça, en fait, et de prendre en, fait, en compte, en fait, sans forcément prendre en compte ou prédire toutes les tendances en fait, qu'on ne peut pas extrapoler à partir des tendances, disons, présentes ou passées. À droite, ici, en fait, dans cette figure, vous avez en fait, des exemples de catégories de scénarios tirés du rapport de l'IPBES de 2016. Et on voit qu'il y a plusieurs en fait, scénarios. On peut avoir des scénarios exploratoires qui nous permettent de tester, par exemple, différentes options dans le futur. On peut avoir des scénarios, par exemple, ciblés pour avoir un objectif donné dans le futur, mais on peut aussi également avoir des scénarios qui nous permettent d'évaluer en fait des politiques ou des mesures de gestion dans le passé. Donc là, je vais présenter quelques exemples de scénarios marquants. Donc ici, je vais commencer par le rapport Les limites à la croissance. Ici, en fait, les auteurs de ce rapport, en fait, ils ont mis en place un modèle mathématique qui s'appelle modèle World 3, qui permet en fait, de représenter en quelque sorte le système alimentaire, industriel, démographique, les ressources et la pollution, afin de répondre à une question: quelles seraient les conséquences écologiques de la croissance économique? Et pour cela, en fait, ils ont développé un ensemble de scénarios. Ils ont commencé par le BAU pour Business as Usual, qui permet en fait, en quelque sorte de reproduire les moyennes historiques. Et ensuite, ils ont fait des variantes de ce scénario en augmentant par exemple les ressources naturelles. Une fois, en fait, ils ont fait un scénario avec un fort développement technologique et un autre scénario dans lequel ils ont essayé de changer en fait, les valeurs sociétales en changeant en fait, la façon comment on consomme. Et le résultat principal de leurs études, c'est que notre mode de consommation actuel et la croissance en fait, économique, elle n'est pas soutenable et qu'on va vers la surexploitation des ressources qui va induire à moyen ou long terme la décroissance de la population mondiale. Plus récemment, il y a des scénarios que vous connaissez en fait, sûrement, les scénarios SSP pour Shared Socio-Economic Pathways. Et ces scénarios, en fait, ils permettent d'explorer les voies de développement sociétal dans le contexte de changement climatique. Ces scénarios, en fait, ils diffèrent en fonction de l'effort qu'on souhaite consentir pour les défis climatiques. Soit on va vers l'adaptation, soit on va vers l'atténuation. Une partie de ces scénarios ont été utilisés en fait, par le groupe du GIEC. Ils ont été couplés à des scénarios d'émissions de gaz à effet de serre, ce qui nous a donné en fait, ce qu'on appelle les scénarios de référence. Certains scénarios, vous connaissez en fait, sûrement, comme le scénario SSP 1.9, qui correspond à l'objectif 1.5 de l'accord de Paris. Et il y a d'autres scénarios qui sont un peu plus pessimistes, comme celui du SSP 5 8.5, qui correspond au scénario de développement basé sur les énergies fossiles. Donc, comme vous voyez, en fait, les scénarios, lorsqu'ils sont couplés à des modèles, représentent en fait, des outils assez puissants pour nous informer les décideurs et les différentes parties prenantes sur les impacts potentiels en fait, des changements futurs. Sauf que ces scénarios, en fait, ils présentent
aussi des limites, surtout quand il s'agit de leur utilité pour la biodiversité et les services écosystémiques. En effet, on a remarqué que pour la plupart des scénarios, ils ont été développés à des échelles régionales et globales, qui ne prennent pas en fait en compte les approches participatives, en fait, et du coup, on ne prend pas en compte, disons, la particularité à des échelles locales, et aussi, en fait, ces scénarios en fait se limitent à l'évaluation des facteurs de changement et ne prennent pas en fait en considération toute la diversité en fait, des normes et des valeurs en lien avec la conservation de la nature. Aussi, il y a peu de scénarios qui se concentrent sur un futur positif. D'où l'intérêt en fait, de nouveaux scénarios qui prennent en, fait, en considération en fait, la diversité multiculturelle et surtout qui engagent la société à différentes échelles, de l'échelle en fait, locale jusqu'à l'échelle globale, dans des actions et surtout en fait, dans un changement de mode de vie, et ce afin en fait, d'inverser en fait, le déclin observé de la biodiversité en milieu terrestre, aquatique et marin. Ce constat, en fait, explique en quelque sorte, disons, l'idée derrière le développement de la Nature Features Framework. Ça a été développé par le groupe Scénario et Modèle de l'EPPES. Et ici, vous avez en fait une définition en fait, officielle de la NFF. Donc, on peut dire que la NFF, c'est un outil souple pour faciliter l'élaboration de scénarios et de modèles d'avenir souhaitables pour la population, la nature et la terre nourricière. Donc, c'est quoi exactement la NFF ? Donc, la NFF, c'est un cadre qui permet de représenter la pluralité des relations entre l'humain et la nature et qui offre une base pour développer des scénarios d'avenir souhaitables pour l'humain en fait, et la nature. Plus concrètement, si on vous pose la question « Quel serait votre rapport à la nature ?», très probablement, on va avoir une diversité de réponses. Et le rôle de la NFF, en fait, c'est de capturer cette diversité, de pouvoir la synthétiser et d'offrir une base pour imaginer en fait, des futurs en fait, souhaitables qui reflètent en fait, cette diversité. Donc là, comme vous avez vu, en fait, la NFF est représentée par un triangle. Ce triangle, il représente en fait, les trois principales perspectives sur la relation entre l'humain et la nature. On a la nature pour la société et la nature comme culture. Si on commence par la nature, ici, on met plutôt l'accent sur les valeurs intrinsèques de la nature. Dans cette partie du triangle, en fait, on met plutôt en évidence, disons, la diversité des espèces, des écosystèmes, et on considère que la nature peut fonctionner d'une façon autonome et qu'elle n'a pas besoin de l'intervention de l'homme. À titre d'exemple, on peut prendre en fait, les aires marines protégées ou les réserves ou les parcs naturels qui sont protégés d'une façon stricte avec une interdiction d'accès ou avec une réglementation très forte. Pour la nature, pour la société, ici, on met plutôt l'accent sur les valeurs instrumentales de la nature. Pour cette perspective, on met plutôt en, fait, en évidence les avantages utilitaires que la nature offre à la société. À titre d'exemple, on peut prendre la pêche qui nous offre de quoi s'alimenter, elle nous offre des protéines et aussi, en fait, la mer, elle peut être une source d'énergie. Si on met en place un parc éolien offshore, on a une source d'énergie décarbonée. Enfin, pour la perspective nature comme culture, ici, on met plutôt l'accent sur les valeurs relationnelles avec la nature. Pour cette perspective, la société, les cultures, les traditions et les croyances sont tous très étroitement, disons, liés à la nature. Dans cette partie du triangle, l'humain essaie de vivre en harmonie avec la nature, et l'humain, en fait, il se considère comme un élément parmi d'autres dans le système naturel. Comme exemple, on peut prendre en fait, les tribus indigènes en fait, de l'Amérique du Nord au Canada, qui pour eux, le saumon, ce n'est pas seulement en fait, un poisson pour s'alimenter, mais il a en fait, une valeur symbolique, une valeur religieuse. Donc, c'est pas seulement en fait, la relation trophique, disons, avec le poisson. Là, je viens de vous présenter en fait, les différentes perspectives de la NFF, sauf que
qui sont, en fait, disons, des cas extrêmes, sauf que la réalité, elle est un peu plus complexe. Il faut prendre, en fait, aussi en considération la combinaison entre ces différentes perspectives. Et du coup, l'intérieur du triangle, c'est en quelque sorte un continuum ou un gradient entre les trois principales perspectives de la NFF. Donc là, ce que je vais essayer de faire, c'est de présenter, en fait, un cas d'application, disons, théorique de la NFF pour la gestion de l'océan. Comment, en fait, on pourrait gérer les océans en ayant, en fait, en tête la NFF. Donc, pour commencer, on peut définir, en fait, quels sont les éléments partagés entre les différentes perspectives. Ces éléments, en fait, ils vont nous permettre de s'assurer d'avoir un futur souhaitable, quelle que soit notre position à l'intérieur du triangle de la NFF. Ça peut être, par exemple, l'application d'une approche écosystémique des pêches, ou ça peut être, par exemple, l'application de l'approche de précaution pour les espèces exploitées. Ensuite, on peut faire un zoom pour chaque perspective, afin d'identifier, disons, la particularité à chaque position du triangle. Donc là, si on se pose la question, par exemple, comment on devrait faire le contrôle ou la gestion, en fait, des captures dans une pêcherie mixte, si nous sommes plutôt côté nature pour la nature, on va par exemple arrêter la pêche dès que le quota d'une espèce donnée est atteint. Si nous sommes côté nature pour la société, en fait là on va raisonner en fonction d'un quota pour un groupe d'espèces. Et pour la nature comme culture, on va plutôt, en fait, faire un focus sur les espèces qui ont un intérêt culturel. Après, on peut se poser sur quelle échelle, en fait, spatiale on va mettre en place notre gestion. Ça peut être à l'échelle de l'écosystème si nous sommes plutôt orientés nature pour la culture. Ça peut être à l'échelle du stock de poissons lorsqu'on s'intéresse, en fait, à la perspective nature pour la société, ou ça peut être à une échelle locale qui correspond, en fait, à une zone de pêche historique ou un domaine communautaire lorsqu'on s'intéresse à la nature comme culture. Pour chacune, en fait, de ces perspectives, on peut également identifier des indicateurs d'intérêt. On peut avoir des indicateurs écosystémiques ou des indicateurs de biodiversité ou des réseaux trophiques pour la nature comme pour la perspective nature pour la nature. On peut travailler sur des indicateurs d'exploitation comme le RMD qui correspond au rendement maximal durable qu'on ne doit pas dépasser quand il s'agit de la nature pour la société, ou des indicateurs socioculturels pour la perspective nature comme culture. Donc, pour résumer, le triangle NFF, il va nous permettre d'abord de capturer la pluralité des visions, des rapports entre la nature et l'humain, ensuite d'identifier, en fait, des indicateurs qui caractérisent chaque position du triangle en rapport à notre question, et afin de construire nos scénarios, ensuite d'implémenter ça dans des modèles et faire des projections dans le futur. Ceci va nous permettre d'avoir des projections qui correspondent, en fait, à la pluralité des visions qu'on a qu'on a identifiées dès le départ à travers le triangle de la NFF, et qui sont surtout des scénarios positifs. Donc la NFF, c'est un concept assez récent. Ça a été approuvé lors de l'avant-dernière plénière de l'IPBES en 2022, et on commence tout juste à voir, en fait, les premiers articles scientifiques. Donc ici, c'est une cartographie, en fait, des cas d'études depuis, en fait, 2022. Donc il y a des cas d'études qui portent à une échelle globale, il y a d'autres sur des échelles régionales, et aussi pas mal de cas d'études à l'échelle locale. Et ces cas d'études, en fait, elles portent sur plusieurs types d'écosystèmes. Pour le moment, en fait, il y a plusieurs études sur des écosystèmes forestiers, mais aussi, en fait, sur des écosystèmes urbains. Et en bleu, par exemple, à gauche, vous avez, en fait, des études qui ont été faites dans des écosystèmes marins et côtiers. Et la NFF a été appliquée surtout pour développer des visions et des scénarios. Il y a d'autres applications qui ont été faites pour... Ils ont utilisé, en fait, la NFF comme un outil d'exploration ou de classification. Et là, je vais présenter, en fait, rapidement deux articles. Donc là, dans cet article, en fait, les auteurs, ils ont utilisé, en fait, la NFF comme un outil pour comprendre la motivation, en fait, des gens pour participer, en fait, à des études de sciences citoyennes, et surtout de comprendre, en fait, comment la science citoyenne, en fait, elle fait que les gens se mobilisent un peu plus dans la conservation, en fait, de la biodiversité. Cette étude a été faite en Nouvelle-Zélande, elle a porté sur la biodiversité, par exemple, des oiseaux. Et ici, dans cet article,
les auteurs, en fait, ils ont utilisé en fait, les NFF comme un outil pour développer des narratifs. Ils ont essayé de développer en fait, 6 narratifs pour 6 endroits dans le triangle. Ils ne se sont pas seulement limités en fait, aux 3 extrêmes. Et ces narratifs, en fait, elles permettent de décrire un monde futur souhaitable à l'horizon de 2050 en prenant en compte différentes paramètres, par exemple, quelle serait la gouvernance en 2050, les politiques, l'environnement, etc. Et voilà. Merci de votre attention. Merci Gassen. Je pense que c'est plus clair maintenant pour tout le monde. Donc, merci, tu peux rester là. Alors, il nous reste un petit peu de temps pour prendre 1 à 2 questions dans la salle. Pour ceux qui sont à distance, n'hésitez pas à poser vos questions et suivre les instructions qui sont données sur le chat. Des micros circulent dans la salle. Une main levée, 2 mains levées. Ah, oui, devant. Bonjour Gassen, merci. J'ai une question donc, sur le triangle nature, culture, etc. Concernant les chercheurs et les scientifiques. À titre individuel, on peut être dans un endroit du triangle, mais l'injonction de la corporation scientifique dans laquelle on est peut nous amener à être que sur nature pour la société. C'est ce qu'on appelle souvent les services écosystémiques. Et je voudrais avoir votre avis personnel en tant que chercheur là-dessus, sur ces tensions. En tant que, c'est-à-dire, où est-ce que je me place ou Non, ça c'est intime, pas forcément, mais la tension qu'il peut y avoir entre être individuellement une partie du triangle, mais en tant que chercheur, pour avoir les budgets ou pour plein de raisons qui sont liées aux normes données par la société et les acteurs publics, se retrouver obligés de rentrer dans un modèle qui ne nous correspond pas. En fait, pour moi, en fait, il n'y a pas forcément de tension. En fait, l'idée de ce triangle, c'est de ne pas être dans un endroit ou un autre. L'idée, en fait, c'est de présenter la pluralité, en fait, qu'il existe différents endroits où on peut être. Et tous ces endroits, en fait, ils représentent un futur souhaitable. En fait, il n'y a pas un endroit qui est meilleur qu'un autre. L'idée, en fait, c'est dire, voici, il y a plusieurs visions. Et toutes ces visions, elles peuvent amener à un futur souhaitable. Et surtout, lorsqu'en fait, on met des scénarios où on parle avec les différentes parties prenantes, qu'on considère tous les points de vue possibles. Donc, en tant que chercheur, donc si un chercheur se retrouve nature par la société, en fait, c'est pas grave, il y aura une autre personne qui va se retrouver dans un autre endroit, et tous les deux vont pouvoir communiquer ensemble. Bonjour, j'ai une question concernant la compatibilité avec les SSP. Est-ce qu'à terme, il y aura des scénarios qui sortiront, qui seront aussi quantitatifs que les SSP? Est-ce qu'il y aura un dialogue avec les SSP, etc. Là, c'est une bonne question. En fait, là, c'est à nous. En fait, c'est à nous en fait, de faire ce lien, c'est-à-dire en fait, identifier, si on souhaite en fait, utiliser en fait, ces scénarios qui prennent un peu plus en compte, disons, la dimension culturelle et sociale par rapport en fait, au scénario de SSP, c'est à nous en fait, d'identifier quelles sont les variables qu'on va coupler pour passer en fait à des modèles plutôt quantitatifs, comme ça a été fait pour les SSP en les couplant avec les scénarios de concentration de gaz à effet de serre. Donc on peut faire le parallèle avec ce qui a été fait dans le GIEC entre les scénarios SSP et RCP avec ce genre de scénario. Merci. Encore peut-être une toute dernière petite question. Je pense qu'on est bon. Ok, bon, c'est parfait alors. Merci encore Gassen. Merci. Ah, pardon, peut-être. Ah. Donc, pour l'aider, peut-être je peux juste rajouter, concernant la question sur l'interaction entre le scénario climat et les scénarios biodiversité, il y a effectivement plusieurs groupes qui travaillent sur le scénario climat, qui sont en train d'intégrer cette réflexion sur la biodiversité à travers le Nature Future Framework. Donc, plusieurs des très grands groupes en Pays-Bas, en Autriche, qui font des modèles dans le cadre d'évaluation pour le GIEC, sont en train d'intégrer ces réflexions. Et donc, on aura des simulations avec des modèles qui intègrent les réflexions en NFF dans quelques années à venir, qui sort de ces groupes qui font des scénarios pour le GIEC avec les SSP. Merci pour ces compléments d'information. Bien, merci encore Gassen. Et on peut passer à la suite. Du coup, je crois que c'est toi, Alain, qui prend le relais.